Tous, heureux de vous revoir encore dans notre émission Parlons Bilan, Parlons Fachi, une émission qui parle des réalisations du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre émission Parlons Bilan, Parlons Fachi. Comme nous le disons toujours, une émission qui met en lumière les actions du chef de l'État, donc tous ses faits et gestes, tous ses projets dans le bénéfice de la RDC ainsi que de toute la population congolaise. Et ici, nous ne laissons aucune actualité, nous commentons sur tout et nous restons objectifs sans pour autant tomber dans les cas de chat, comme on le dit. Nous relatons des faits, nous parlons du chef de l'État et nous espérons vous compter parmi nos abonnés. Donc c'est pour nous une façon, c'est pour vous pardon, une façon de nous soutenir, de nous aider également et de nous encourager à encore faire davantage. Donc dès que vous êtes devant cette vidéo ou devant nos vidéos, n'hésitez pas de liker, n'hésitez pas également de vous abonner sur la chaîne Parlons Bilan, Parlons Fachi. C'est vraiment comme ça que vous allez réellement nous encourager à avancer, à faire encore davantage et pourquoi pas à proposer encore et encore beaucoup de thématiques. Alors aujourd'hui, vous savez que la toile est inondée par l'actualité sur les élections, donc les contentieux les électoraux. Vous savez également que la toile est inondée par la situation de l'Est et aussi, vous le savez avec moi, la toile est inondée par la nomination, la désignation de l'informateur par le chef de l'État. Et dès lors que vous voyez déjà un informateur être désigné, cela stipule que petit à petit, les institutions qui ont été démissionnaires commencent à se dessiner jusqu'à s'installer définitivement. Encore une fois, bienvenue. Nous allons passer une demi-heure avec vous en train de faire les contours de l'actualité, commenter, analyser et pourquoi pas proposer des réflexions si les situations se présentent. Alors aujourd'hui, on va essayer de survoler 3 points. Le premier point, c'est lié à la guerre à l'Est, ce qui se passe à l'Est. Le deuxième point, nous allons effleurer l'actualité sur les contentieux électoraux et puis poursuiter par la désignation de l'informateur par le chef de l'État depuis avant-hier. En ce qui concerne la situation à l'Est, ici, nous réitérons en tout cas notre soutien au FARDC. Nous, Congolais de souche de sang, Congolais demi-Dakar comme nous le disons souvent, Congolais par acquisition, par procuration, tous, nous sommes dans l'obligation de soutenir nos FARDC parce que c'est le seul moyen pour nous d'espérer garder nos territoires un et indivisibles.
En passant, avant d'aller plus loin, je félicite également nos léopards qui ont fait sensation pendant la CAN. On espérait aller plus loin, mais malheureusement, nos ambitions se sont stoppées net en demi-finale face à la Côte d'Ivoire qui a été sur le terrain supérieur à nous au jeu, et puis ils étaient plus réalistes que nous. Ils ont fini par marquer l'unique but de la victoire qui les a emmenés en finale. Mais nous avons encore un match samedi, demain, un match pour se disputer la 3e place avec l'Afrique du Sud. Et en tout cas, nous espérons que nous aurons ces médailles de bronze, le médaille qui va quand même nous consoler parce que on a loupé de peu d'aller en finale. Le but marqué refusé par le gardien à la première mi-temps, donc ça a essayé un peu de plomber le moral des joueurs, et jusqu'à encaisser le but, on s'en est pas sorti. Donc mais quand même, s'il faut regarder le parcours des léopards pendant les éliminatoires jusqu'à la CAN, il faudrait vraiment que l'on encourage le coach, qu'on encourage l'équipe. Ils ont abattu un travail énorme. Rappelez-vous que lors des éliminatoires de la CAN, à 2 journées de la fin des éliminatoires, la RDC était classée 3e dans le groupe. Nous étions à 2 doigts d'être éliminés. Il a fallu l'avènement du coach des Sabres qui a fait en sorte que par les préparations, par sa morale et consorts, on a gagné les 2 derniers matchs qui ont fait que on est sorti de cette qualification, de cette éliminatoire et en accédant à la CAN sans pour autant souffrir comme on a souffert au début des éliminatoires. Et regardez le parcours, c'est l'unique défaite qu'on a subi, c'est avec la Côte d'Ivoire. On n'a pas été très percutant, c'est vrai, à l'attaque, mais nous avons une équipe solide. Il suffit encore de travailler, continuer avec le sérieux que le coach des Sabres a imprimé, et on espère en tout cas que nous serons qualifiés. Que nous irons loin, pardon. On est déjà éliminés. Alors, revenons à notre sujet, ou à nos sujets, comme nous l'avions décliné au début de l'émission. La guerre à l'Est dure aujourd'hui 30 ans. J'ai suivi beaucoup de gens, parfois des Congolais qui ne sont pas consciencieux, et ils ne savent pas qu'aujourd'hui, si nous perdons l'Est, ce n'est pas le président Félix Tshisekedi qui perd l'Est, mais c'est tous les Congolais qui perdent l'Est. Et si aujourd'hui, les forces armées perdent la guerre, ce n'est pas seulement les chefs de l'État qui perdent la guerre, mais c'est tout le monde, alors tout le monde qui perd cette guerre, et nous allons en souffrir pendant longtemps. Rappelez-vous, lorsque Mobutu est parti, en 97, jusqu'à ces jours, jusqu'à l'avènement, du président Félix Tshisekedi, le peuple congolais a traversé des moments très difficiles, a été insulté, a été l'épopée du monde. Tout ça pourquoi? Parce que on nous considérait très faibles. On a eu une armée infiltrée jusqu'à la moelle épinière. Donc tous les qualificatifs péjoratifs qu'on pouvait avoir dans les dictionnaires français, on les collait aux Congolais. Alors aujourd'hui, le chef de l'État nous a redonné aujourd'hui l'espoir de rêver,
l'espoir aujourd'hui d'être fier d'être Congolais. Regardez seulement l'engouement qu'il y a eu des personnes qui sont parties à la CAN à leurs frais, de la diaspora, des Congolais d'ici. Donc, tout, pratiquement, ce n'était pas avant, c'était seulement le supporters que le ministère payait les billets consorts, les chanteurs, les animateurs, pardon. Mais cette fois-ci, presque tous les Congolais, partout où ils se trouvaient, qui avaient le temps et les moyens de se diriger à la CAN, ils sont partis. Ils sont partis. Donc, le Congolais commence à retrouver cette fierté-là d'être Congolais. Et vous savez pourquoi aujourd'hui les Congolais commencent à retrouver cette fierté? C'est grâce à notre armée. Notre armée, lorsque le chef de l'État, Félix Tshisekedi, prend le commande du pays, il a trouvé une armée pratiquement émiettée. Émiettée, pourquoi? Il y a plus de 2 décennies. Les militaires n'allaient plus en formation. Plus de 2 décennies. Il n'y avait plus de formation de haute facture dans les rangs des FARDC. Plus de 2 décennies. Les FARDC n'avaient plus de forces spéciales. Plus de 2 décennies. Les forces armées n'avaient plus de commandos formés. Je dis bien des commandos formés, pas de commandos où on faisait porter des tenues. Non, des commandos formés. Et puis, pendant ces 3 décennies, l'armée était incapable d'assurer la protection de ces territoires. Rappelez-vous en 2013, lorsque les M23 conquirent le Goma. Ils ont fait moins d'1 semaine pour prendre tout le Nord Kivu. Mais aujourd'hui, ils ont trouvé des mercenaires, ils ont amené des artilleries extrêmement lourdes. Rappelez-vous de la déclaration de Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, qui disait que l'armée, les M23, a des équipements d'une armée conventionnelle. Et pourtant, c'est une rébellion. Et face à cette organisation, parce que c'est que on ne peut jamais oublier les 3 décennies des troubles à l'est du pays a permis au Rwanda et aux rebelles de s'organiser militairement. Pendant que notre armée n'avait pas la possibilité d'envoyer les soldats aux formations, les Rwanda et les M23 envoyaient les leurs à des formations, acheter des équipements militaires pendant que nous avions un embargo ici. Et c'est ce qui a encore plus fragilisé les FARDC parce que on ne pouvait pas faire face ni sur le plan des troupes, ni sur le plan des équipements, et moins encore sur le plan tactique, parce que une guerre se gagne par l'intelligence. Il faudrait avoir des gens capables de pouvoir monter des stratégies, des tactiques de guerre afin de contrer l'ennemi ou bien de neutraliser l'ennemi. Et face à cette situation où, quand on avait encore des militaires bien formés, la majorité sont en exil, il y a d'autres qu'on a tués par des poisons et consorts, donc l'armée s'est retrouvée presque abandonnée. Il lui fallut l'avènement du président Félix Antoine Tshisekedi, qui s'est dit il va s'appuyer sur l'armée. Il a commencé par les recrutements, il a acheté des équipements, il y a la loi de la programmation militaire, et puis aujourd'hui, l'armée, regardez ce qui s'est passé à Saké. Avec la traîtrise au sein de l'armée, certains officiers vendent l'opposition de notre armée, question de créer des embuscades, et on a créé des embuscades aux soldats de la RDC qui sont morts sur le champ de bataille. Tout ça pour favoriser la progression
du M23. Heureusement, le chef de l'État a réagi rapidement en convoquant un conseil de sécurité et à l'issue de laquelle il y a eu des stratégies qui sont montées. Et puis, aujourd'hui, le M23 à Sake a été mis en déroute et en débandade. Il y a eu un carnage humain. Ils ont fui dans les collines périphériques de Sake et qui étaient déjà à presque 8 km de Goma. Vous remarquez même que dans les chaînes internationales, on n'en parle plus parce que quand ils étaient proches de Sake, ils en parlaient parce qu'ils savaient que leur armée soutenue de M23 va bientôt prendre Goma. Mais aujourd'hui, ils se sont rendus compte qu'ils se sont trompés. Et moi, je suis vraiment fier de FARDC du travail abattu. Mais tout ce que je suis en train de demander, j'ai suivi même les officiers demander au chef de l'État de lever le moratoire sur la peine de mort. Parce que tant qu'il n'y a pas de peine de mort, tous ces traîtres de l'armée continueront à croupir en prison, négocier leur peine et puis ressortir par la suite. Et pire, vous pouvez encore les retrouver encore dans l'armée. Plus tard. Il faudrait dans des pays sérieux, lorsqu'un militaire trahit sa nation, en vendant les positions, par exemple, lors des guerres que nous sommes en train de subir maintenant là, ces messieurs, il faut les prendre haut et court. Pour que ça serve de leçon d'autres traîtres. Ils vont réfléchir 3 fois avant de pouvoir continuer sur cette lancée. Mais tant qu'il n'y a pas de sanctions sévères, coûtant même à la vie de certains officiers, vous verrez que cette situation de traîtrise va continuer. Nous exhortons vraiment au chef de l'État, garant des institutions, de pouvoir faire diligence. Je sais qu'on ne fait pas la pression au chef de l'État, on ne l'oblige pas d'aller vite, mais il s'agit de la nation. Nous demandons au chef de l'État d'accéder à la demande du Conseil de sécurité de lever le moratoire des peines de mort pour la traîtrise, surtout pour les officiers militaires. Il faut les sanctionner sévèrement lorsqu'on attrape la main dans les sacs. Un officier militaire qui trahit son pays, on le fusille devant tous les autres et que ça serve de leçon. Si on ne le fait pas, en tout cas, nous risquons de continuer de voir toujours des traîtres. Et lorsque la traîtrise continue, ça décourage les troupes au front. Parce que, imaginez, vous envoyez des gens sur le champ de bataille et qu'il y a un groupe de gens qui vendent la position de nos éléments et puis ils tombent dans une embuscade, et puis ils meurent. Vous voyez un peu ce que ça fait. Donc, et même les soldats aussi se disent, mais pourquoi on doit aller mourir pendant que nos chefs sont là en train de se partager le gâteau, vendant l'opposition, vendant les stratégies militaires et consorts. Donc vraiment, le chef de l'État doit nous aider dans ce sens pour mettre fin à cette traîtrise qui a longtemps duré. Rappelez-vous, le départ de Mobutu, c'était aussi par cette traîtrise-là qui a touché le haut sommet de l'armée, à l'époque la phase, jusqu'au point où tout est parti en couille, hein, excusez-moi les termes. Aujourd'hui, nous demandons au chef de l'État d'élever cette situation. Alors, par rapport à cette guerre, vous avez suivi avec moi la position de la Pologne qui dit soutenir militairement le Rwanda si le Rwanda a été attaqué. Lorsque vous voyez la Pologne sortir comme ça, ce n'est pas anodin. La Pologne a reçu certainement la mission par les États-Unis parce que, rappelez-vous de la guerre de l'Ukraine avec la Russie, la Pologne a soutenu l'Ukraine les États-Unis ont soutenu l'Ukraine via la Pologne. Et comme il y a des négociations avec la Russie en ce qui concerne la logistique et puis l'armement des FARDC,
il faut trouver un contrepoids. Parce que Kagame sait que seul il ne saura pas gagner cette guerre. Il n'a ni les moyens ni les matériels pour gagner cette guerre. Alors, il faut se trouver des alliés forts, des alliés qui peuvent le soutenir quand il sera en besoin. Voilà pourquoi on a vu ce théâtre du président polonais qui a atterri à Kigali. Et rappelez-vous, sa visite à Kigali intervient après la visite de l'ambassadeur russe à Goma. Donc, pour ceux-là qui font très bien la lecture de la situation politique du monde, comprendront que les États-Unis envoient un message vers la Pologne pour dire à la RDC, négociez. Si vous ne négociez pas, comme vous optez la voie de la guerre, si vous attaquez le Rwanda, nous on va aussi vous attaquer. C'est ça le langage. C'est ça le langage. Il suffit juste de comprendre. Parce que, regardez, il y a une semaine, l'ambassadeur russe part à Goma rencontrer les gouverneurs militaires et il fait une déclaration en disant la Russie est prête d'accompagner la RDC en cas de besoin. Une semaine après, vous voyez le président polonais visiter le Rwanda et dans une conférence de presse, il énonce en disant que la Pologne est prête à soutenir le Rwanda s'il est attaqué. Cela veut dire quoi? On brandit une menace à la RDC indirectement. Donc c'est un message diplomatique. Comme vous voulez avoir de l'aide de la Russie, dès que vous avez l'aide de la Russie et que vous attaquez le Rwanda, nous on vous attaque. C'est ce qui a fait que vous avez vu les semaines passées, l'arrogance du président rwandais était à son comble. Et il pensait qu'ils allaient prendre l'Est comme ils en ont l'habitude, et comme ils ont toujours l'habitude de sous-estimer les Congolais, pensant que c'est eux le meilleur tacticien de guerre. Alors ils se trompent. Ils se trompent. Donc, la guerre à l'Est, c'est une situation qu'il faut le voir d'un œil assez aiguisé. Parce que si vous le voyez superficiellement, vous n'allez pas vraiment comprendre les enjeux autour de cette question. La guerre se dessine dans des salons IP et se rabat sur le terrain. Par rapport des forces, parce que les maîtres du monde estiment qu'ils doivent contrôler et continuer à contrôler la RDC, continuer à contrôler les minerais de la RDC, continuer à enfoncer la RDC en les gardant dans la pauvreté, dans la misère et consorts. C'est ça la mission de FARDC. Regardez même lorsque la SADC a atterri, la SADC commence les hostilités. Aussitôt, Anthony Blinken, par le secrétaire d'État américain chargé de la diplomatie et des affaires étrangères, il atterrit en Angola pour demander à l'Angola de ne pas soutenir militairement la RDC. Il y a une dame qui part en Burundi menacer le président burundais pour dire, écoutez, n'entrez pas dans ce conflit, il faut obliger la RDC à dialoguer. Alors, si nous n'avons pas un président tenace comme Félix Tshisekedi, je vous dis que ce pays sera divisé bientôt. Le président doit continuer dans cette lancée, refuser le dialogue et s'engager militairement avec le Rwanda. Alors, si on pourra déclarer aujourd'hui la troisième guerre mondiale, je pense que ça partira de la RDC. Et on doit en être conscient, il faut mettre le Rwanda hors d'état de nuire. Dans ce chapitre, à un même moment, je vais encore évoquer le problème de la moindre escarmouche. J'ai vu des gens se moquer du chef de l'État en disant, voilà, il avait dit sur Top Congo, dans la moindre escarmouche, ils vont attaquer le Rwanda. Mais vous savez, les gens
les Congolais, on doit avoir l'habitude d'abord, d'aimer nos autorités, de les respecter, et puis 3, de lire nos lois de la République. J'aimerais vraiment que sur ce point, on se mette d'accord. Si aujourd'hui, le Rwanda intensifie ses attaques à l'Est pour prendre Goma, parce qu'ils savent que pendant cette période, le gouvernement congolais ne pourra pas attaquer le Rwanda. Vous allez me poser la question, mais comment? Comment Yem Talobaki a réuni des chambres? Effectivement, le président à ce stade ne peut pas déclarer la guerre au Rwanda. Pourquoi? Parce que dit la Constitution pour que le chef de l'État déclare la guerre à un pays voisin? Il doit d'abord discuter de cette question au Conseil des ministres. Il doit discuter de cette question avec le Conseil de sécurité, avoir leurs avis. Après, il doit aller au Parlement, réunir les deux chambres réunies en congrès, où il va obtenir l'autorisation de déclarer la guerre à un pays voisin. Dès qu'il a l'autorisation de déclarer la guerre, c'est à ce moment-là qu'il va passer donner un message à la nation qu'il déclare la guerre à tel ou à tel autre pays. Mais maintenant, regardez la configuration actuelle. Comment est-ce que le chef de l'État peut déclarer la guerre? Premièrement, le gouvernement est démissionnaire. Parce que les premiers ministres et certains gouvernements sont élus, donc ils doivent aller au Parlement. Deuxièmement, l'Assemblée nationale n'est pas constituée régulièrement puisque le bureau qui préside, c'est un bureau provisoire. Il n'y a pas encore élection du bureau définitif. Troisièmement, le Sénat n'existe plus parce que tous les sénateurs n'ont plus de mandat dès lors qu'on a voté de nouveaux députés provinciaux. Il faudrait maintenant que les députés provinciaux s'installent, votent les sénateurs, et puis par la suite, les sénateurs vont siéger. Mais quand tous ces éléments ou tous ces ingrédients ne sont pas réunis, c'est difficile que le chef de l'État aujourd'hui déclare la guerre au Rwanda. Il le fera par quel mécanisme? Et comme les Rwandais ont pondu beaucoup de spécialistes de la RDC, ils connaissent ces dispositions de la Constitution. Ils savent que à ce stade, le chef de l'État est presque, comment on dit, groggy, s'il faut le dire. Il ne saura pas déclarer la guerre au Rwanda. Voilà pourquoi ils intensifient leurs attaques pour atteindre Goma, pour que ils exigent les négociations avant que toutes les institutions soient installées et que les chefs de l'État aient maintenant la possibilité à ce moment-là de pouvoir déclarer la guerre. Et malheureusement pour eux, ils ont fait des mauvais calculs pensant qu'ils allaient attaquer rapidement ça et puis atteindre Goma. Ils ont été tabassés hier et avant-hier comme si on était en train de tuer des animaux dans un abattoir. Ils ont fait repli. En même temps, ils ont écrit un communiqué pour demander le cessez-le-feu. Et si on accède à ce cessez-le-feu, ça va leur permettre de s'organiser. Il faut les repousser davantage. Moi, d'ailleurs, je suis contre l'idée d'observer le cessez-le-feu. On doit entrer à la phase maintenant d'offensive. Attaquer les M23 jusqu'au dernier retranchement et prendre même 10 km de Rwanda. Il faut le faire. Comme ça, on va voir la réaction des puissances américaines ou européennes, et à ce moment-là, nous aussi, on se penche vers la Russie et puis la Chine. À un certain moment, il faut qu'on arrive à la guerre. Si on n'arrive pas à la guerre, le Rwanda ne nous respectera jamais. Il faut absolument que les Congolais partent en guerre avec le président Kagame Paul.
Et nous savons que ça va arriver. Alors, voilà un peu, chers amis, le chef de l'État, lorsqu'il a dit à la moindre escarmouche, pendant qu'il le disait avant les élections, il y avait encore le Sénat qui était encore légitime. Il y avait encore l'Assemblée nationale qui était encore légitime. Dès lors qu'il y a eu élection et il y a eu proclamation provisoire des élections, toutes les institutions tombent, expédient les affaires courantes, sauf la présidence de la République qui est la seule institution concernée par la continuité de l'État. Il y a même un arrêt sur ça de la Cour constitutionnelle, je crois que c'était en 2019. Encourageons les chefs de l'État, croyons aux chefs de l'État, sachez-le que on arrivera à un affrontement direct avec le Rwanda. Il faut qu'on arrive là pour qu'on se fasse respecter. Sinon, ces petits pays de merde vont continuer à nous mettre le bâton dans le haut. À ce sujet, je pense que on a assez d'éléments et on a compris le point de vue. S'il y a des suggestions, des questions, le numéro est toujours affiché au bas de l'écran. Appelez, on va échanger et puis on va partager ensemble. Alors, le deuxième point consiste à ce problème des contentieux électoraux. Je vous avais dit dans des émissions passées, Fachi a une autre vision maintenant pour son deuxième quinquennat. Et il ne va pas se permettre de s'accompagner des personnes qui l'enfoncent pour qu'il n'ait pas de bilan aussitôt. Et voilà pourquoi vous avez vu la CENI frapper en invalidant 82 candidats, dont un a été réhabilité parce qu'il avait fait un recours au niveau de la CENI. Les autres sont allés en justice, oubliant que ne peut aller au contentieux électoraux que celui qui a été proclamé et celui dont son suffrage a été retenu. Même si vous avez peu de voix, mais votre suffrage a été retenu. C'est ce qui n'est pas le cas avec les 81 candidats invalidés. Leurs suffrages ont été annulés. Donc, normalement, il devait commencer par la CENI, faire un recours sur une décision administrative et par la suite, s'il ne gagne pas, aller en contentieux électoral. C'est ce qui n'a pas été le cas. D'autres n'ont pas compris. Kangoudia, l'ancien ministre, est allé directement vers la CENI. Il a prouvé qu'il était innocent. On l'a réhabilité. Et les autres rêvaient, pensaient qu'ils allaient obtenir gain de cause à la Cour constitutionnelle parce qu'ils en avaient l'habitude à l'époque des Kabila de soudoyer certains juges ou d'exercer leurs influences sur certains juges afin d'obtenir réparation ou bien que sais-je encore. Hier, la sanction est tombée. La Cour constitutionnelle a confirmé la décision de la CENI, invalidant les 82 candidats. Donc, ces 81 candidats, bah, on a parlé, bah, on a plénière na TV Tibiso. Comme ça servira de leçon. Mais moi, j'aimerais encore qu'on aille encore plus loin. Il faudrait que la justice s'en saisisse. Dès lors qu'il a maintenant confirmé la décision de la CENI, il faut le poursuivre. Ce sont des troubles faits, des gens qui voulaient saboter le processus électoral, des gens qui ont tabassé des gens parce que Y ou X ne voulait pas d'eux. On doit les sanctionner en les poursuivant judiciairement. Là, nous demandons au procureur général d'ouvrir des actions judiciaires contre ces 81 candidats invalidés ou déboutés par la Cour constitutionnelle. Ils doivent répondre de leurs actes. Et nous espérons que lorsque le Parlement va siéger d'ici le 15 mars, quand je parle du Parlement, je parle de l'Assemblée nationale et du Sénat,
on pourra avoir des députés consciencieux, responsables qui mesurent la hauteur de leur tâche et les prennent avec beaucoup de sérieux. Là, nous espérons. Alors, pour chuter, comme on n'a plus assez de temps, je pense que on a l'habitude de prendre 30 minutes. Je crois qu'il ne nous reste pas assez. La désignation des AK-47 comme informateurs. Alors, j'ai entendu certains dire, mais comment Bazooka Kamtaï dépêche, tout ça, d'autres bon, qui ont des esprits trop bas, comment Bakezo Moulouba et consort. On dirait Moulouba à la Congolais, Moulouba comme étranger. La désignation de M. Augustin Kabouya, qui est le secrétaire général de l'UDPS comme informateur, se justifie par le fait que l'UDPS est la première force politique du pays actuellement à l'issue des élections qui ont été organisées le 20 décembre 2023. C'est ce qui fait que, à la tête d'une grande force politique, la première de la RDC, le chef de l'État ne pouvait que désigner dans la famille de l'UDPS ou de ses partis mosaïques un de nous. Alors, quoi de plus normal qu'on ne pouvait que choisir le secrétaire général Augustin Kabouya, qui d'abord est un rassembleur. Là, il faut le souligner. Parfois, j'ai fait des débats avec des gens qui me disent « Non, c'est un monsieur qui n'est pas intelligent, c'est un monsieur qui ne sait pas parler. » Moi, je rigole. Il n'est pas à la hauteur de l'UDPS. Moi, je rigole. J'ai dit aux gens, c'est pour la toute première fois, après toutes les élections que nous avons connues dans ce pays, que l'UDPS rafle autant de sièges au Parlement ou à l'Assemblée nationale et aux assemblées provinciales. C'est pour la toute première fois. C'est pour la toute première fois que l'UDPS va aligner autant de députés dans des partis qu'il a créés, qu'il a gérés, les partis mosaïques. Nous sommes à près de 160 députés pour le compte de l'UDPS et ses alliés. Et les alliés, je parle des partis satellites. Et cette stratégie a été montée par qui? N'est-ce pas par le CG? Tous ces partis-là, satellites, ont été coordonnés par qui? N'est-ce pas par le CG? Avant l'avènement de Kabouya comme numéro 1 du parti, l'UDPS était très divisé. Il y avait beaucoup de groupuscules. Mais lorsqu'il est arrivé, il a cherché à concilier tout le monde. Tout le monde. Et moi, quand les gens me disent que le CG Kabouya est un rancunier, moi j'en rigole. Parce que avant qu'il ne soit à la tête du parti, le parti était très divisé et puis il y avait beaucoup de querelles en son sein. Et lorsqu'il est arrivé, il a éliminé toutes ces poches de conflits, toutes ces poches de groupuscules. Et aujourd'hui, nous sommes à l'aise. Nous sommes à l'aise. Les cadres discutent, les cadres se parlent, les consorts. Et c'est ce qui a même donné encore plus de confiance au chef de l'État de responsabiliser l'UDPS à identifier la majorité parlementaire. Et nous souhaitons une heureuse mission au secrétaire général Augustin Kabouya, parce que nous espérons que dans ces consultations, il nous offrira une crème qui va réellement appuyer le chef de l'État dans sa mission du deuxième quinquennat, et que à la fin de son mandat, que et les Congolais et la classe politique et dirigeante puissent se dire: nous n'avons pas eu tort de soutenir le chef de l'État, parce que il a vraiment une vision que aucun politicien de ce pays n'en a eu, et nous espérons vraiment que les choses vont aller de l'avant. En tout cas,
Merci à vous pour le peu de temps passé avec nous dans cette émission. Nous vous demandons encore de vraiment nous soutenir en vous abonnant, en likant nos vidéos à chaque fois que vous les regardez et pourquoi pas interagir s'il y a cette possibilité, parce que c'est seulement comme ça que vous allez nous encourager, nous, à continuer à vous donner des informations, analyser pour vous, pourquoi pas, à vous donner différents points de vue sur l'actualité de notre pays. En tout cas, je vous dis merci et je vous souhaite une excellente journée. Que Dieu vous bénisse. Tous, heureux de vous revoir encore dans notre émission Parlons Bilan, Parlons Fachi, une émission qui parle des réalisations du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo,